toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler des animaux de compagnie, des animaux dans les parcs animaliers, que ce soit les zoos, les cirques, les parcs aquatiques ou les delphinariums, ainsi que un petit peu de l'équitation. La question la plus récurrente qui m'est posée, c'est finalement est-ce qu'il y a un mal à avoir un animal de compagnie? Concrètement, il n'y en a pas tant qu'on ne se considère pas propriétaire d'un animal de compagnie et qu'on ne l'achète pas, ce qui serait le considérer comme une marchandise. Des fois, j'entends quand même des gens qui se permettent de dire qu'on doit relâcher ces animaux dans la nature. Comment vous dire que les animaux de compagnie, donc là j'entends chien, chat, sont des animaux qui sont issus de nombreux croisements, ce sont des animaux hybrides, ce sont des animaux domestiqués, ce sont des animaux qui ont toute leur vie, qui passent en fait toute leur vie en captivité. C'est absolument impossible de remettre un animal qui a vécu en captivité à l'état sauvage, surtout lorsqu'il a perdu en fait sa nature de prédateur et qu'il est tout simplement incapable en fait de se débrouiller réellement par lui-même. En témoigne justement le nombre d'animaux abandonnés qui meurent dans les rues. Donc dans tous les cas, ce débat n'a pas lieu d'être, ils sont là, du coup on en a la responsabilité. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas acheter cet animal, c'est-à-dire ne pas le considérer comme une marchandise et encore moins le prendre dans un élevage. Tout simplement parce qu'il y a énormément d'animaux qui meurent tous les jours dans des refuges et de l'autre côté il y a plein d'animaux qui naissent dans des élevages, donc préférez adopter un animal et dirigez-vous vers des refuges. Je rappelle aussi que la France a absolument explosé le nombre d'abandons de chiens et de chats cette année en été 2016. Alors la seconde question qu'on va me poser par rapport à ça, c'est comment nourrir ces animaux-là, parce que lorsqu'on est vegan, on ne veut pas investir ne serait-ce un seul centime pour abattre un autre animal. Aussi lorsqu'on est vegan, on prétend justement qu'on est autosuffisant et qu'on n'a pas besoin d'exploiter des animaux. Donc c'est un non-sens en fait que de tuer des animaux au profit d'autres animaux qui seraient plus proches de nous parce que c'est nos animaux de compagnie, ce qui est fondamentalement spéciste. Heureusement il existe des croquettes véganes, donc ce qui ne pose aucun problème. Par exemple pour les chiens en fait ce sont des animaux qui sont omnivores justement dû à leur domestication. Du coup ils peuvent à la fois digérer la viande mais aussi les végétaux et se nourrir exclusivement de végétaux comme nous sommes omnivore et pourtant je suis végane et je vis très bien comme ça. Donc ils peuvent tout à fait l'être par nature si je puis dire, ou en tout cas par la nature de leur croisement. Tu m'as suivi? Ok. Par contre les chats eux ce sont des carnivores purs. Du coup ça va faire que leurs croquettes véganes eux vont être tout simplement supplémentées en des nutriments qu'on retrouverait dans la viande. Alors il y aura plein de gens qui vont dire que c'est contre nature, mais avoir un animal de compagnie par définition c'est contre nature. Et en fait on en a la responsabilité parce qu'ils sont là. Du coup il faut bien en faire quelque chose et il faut bien les nourrir sans tuer d'autres animaux parce que c'est un non-sens en fait. Comme dit, on ne remplace pas une oppression par une autre, donc on ne tue pas un animal au profit d'un autre animal. Tu peux tout à fait régler le problème en prenant un animal qui est omnivore par nature, comme un cochon, et le sauver de l'abattoir par exemple, parce que tu es quelqu'un comme ça qui s'investit, ou encore en adoptant un animal qui est de nature herbivore. Ce qui est important aussi si tu adoptes un animal de compagnie, c'est de le faire stériliser. Alors comme ça peut-être que ça peut avoir l'air tout spécialement ahurissant, mais comme je l'ai dit précédemment, il y a des animaux qui meurent tous les jours dans des refuges, qui se font abandonner tout simplement parce qu'il y en a trop. Du coup ce qui est important, c'est d'éviter qu'ils se reproduisent en surnombre comme c'est le cas actuellement et encore moins pour du profit. Donc c'est important de faire stériliser votre animal de compagnie, même si comme ça peut être totalement incompatible avec le véganisme parce qu'on se dit je ne veux pas exercer de droit sur ces animaux, mais on en a la responsabilité. C'est soit ces animaux là vont encore se développer en surnombre et on va devoir les tuer, soit on les fait stériliser et ils peuvent rester en vie. C'est tout en ce qui concerne les animaux de compagnie. Maintenant je vais passer au parc animalier. Le problème imminent des parcs animaliers, c'est que on ne dispose pas des êtres sentients comme des marchandises, c'est-à-dire que payer pour aller dans un parc animalier, par définition c'est un non-sens parce que ce sont des êtres sensibles, des êtres sentients qui ont une personnalité propre, qui sont capables de jouir ou de ressentir la douleur, d'avoir leurs propres intérêts. Aussi évidemment ils ne sont pas à notre disposition, ils ne nous doivent rien et ils sont encore moins des objets de divertissement. Je pourrais m'arrêter là mais je vais quand même approfondir par rapport aux conditions de vie si jamais il y aurait des gens qui ne seraient pas convaincus par ça et qui seraient
profondément spécistes de façon à les convaincre de ne pas aller dans des parcs animaliers. Si vous aimez les animaux que vous pouvez voir dans les parcs animaliers, n'allez pas les voir dans des parcs animaliers tout simplement parce que lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'aimez pas voir cette personne en prison. Et bien c'est exactement la même chose. Ces animaux-là sont isolés, la plupart du temps ils passent leur vie en captivité ou alors on leur a arraché de leur liberté, c'est-à-dire qu'ils avaient une famille à laquelle en fait on les a arrachés tout simplement. Ils vivent donc dans des lieux clos, isolés, c'est très agité, tout le temps il y a des gens qui passent, etc. Ça crée des dommages psychologiques. Ces dommages psychologiques sont caractérisés par exemple par des comportements répétés, par exemple des éléphants qui vont se balancer d'une jambe à l'autre, des perroquets qui vont arracher leurs plumes, des tigres qui vont se lécher à répétition jusqu'au sang, ou alors qui vont lécher les barreaux de leur cage, qui vont faire des allées et venues dans leur cage. Voilà, tout ça en fait c'est tout simplement des signes de mal-être. Certains animaux peuvent chercher à se mutiler, voire à se suicider, par exemple en se mordant, en se cognant au barreau de leur cage. C'est aussi le cas des parcs aquatiques dans la mesure où il y a certains animaux qui vont tout simplement se cogner la tête à répétition en fait contre le bassin, contre la paroi en fait des bassins, de façon à créer un traumatisme crânien et à se suicider en gros. Souvent, ces mêmes parcs aquatiques procèdent à des chantages à la nourriture, des animaux qui sont sous-nourris et qui le sont que durant en fait les spectacles, de façon à ce que les animaux soient particulièrement vifs à la vue de la nourriture. C'est sûr qu'un animal qui est bien nourri va être beaucoup moins enthousiaste lorsqu'on va lui présenter de la nourriture. C'est aussi une façon de les affaiblir, de façon à ce qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils soient particulièrement dociles, mais dans la plupart des cas, dû à ces dommages psychologiques que j'ai énuméré précédemment, il y a des animaux qui deviennent spécialement violents et qui vont par exemple attaquer leur dresseur ou leur dresseuse. Un des principaux arguments fallacieux en faveur de ces parcs animaliers, c'est justement que ces parcs conservent les animaux et que du coup ils les protègent de la disparition, donc ils les conservent quelque part. Ce qui est totalement faux parce qu'il y a entre 2500 et 3000 espèces en danger imminent d'extinction et sur ces espèces là, on en retrouve juste quelques dizaines dans des parcs animaliers en captivité. De toute façon, le but d'un zoo, ce n'est absolument pas de protéger des espèces. La même chose pour un parc aquatique, c'est tout simplement de divertir les gens et de faire du profit. Donc il faudrait peut-être arrêter avec cet argument qui est absolument ridicule, personne n'y croit. Et je rajouterais aussi que comme je l'ai dit au début de ma vidéo, c'est absolument impossible, mais impossible, de réinsérer un animal qui a vécu en captivité. Donc dans tous les cas, cet argument n'est pas recevable. Maintenant, je vais m'attarder plus particulièrement sur le cas du cirque. Alors évidemment, on retrouve les mêmes dommages psychologiques. Les animaux ne sont pas faits pour vivre dans des conditions comme ce que proposent les cirques. Des grands animaux comme des tigres, des éléphants ne sont pas faits pour vivre dans des cages. C'est des animaux qui vont vivre toute leur vie en captivité. Un autre argument fallacieux qui est donné en faveur des cirques, c'est que les dresseurs et les dresseuses tissent des liens avec les animaux, ou c'est plutôt l'inverse. En tout cas, il y a une certaine complicité. Ça ne s'appelle pas de la complicité, mais c'est de la soumission, tout simplement parce que les techniques de dressage sont basées sur la punition et sur la peur. C'est des animaux en fait qui ont tellement été martyrisés qu'ils ne se rebelleront jamais contre les dresseurs ou les dresseuses, ou en tout cas c'est le but qu'on veut obtenir. Il faut qu'ils aient peur, qu'ils soient soumis, que jamais ils ne se rebellent. Et évidemment ça fait aussi un peu l'apologie de la domination humaine dans la mesure où eh bien, tu vois une femme ou un homme qui sait dompter un animal comme ça, qui a l'air féroce, et bien c'est encore une fois faire l'apologie du spécisme tout simplement. Comme je l'ai dit, cet argument de la complicité n'est pas recevable, ce qui se confirme très facilement tout simplement parce qu'il y a des animaux qui tentent de s'enfuir des cirques ou qui se rebellent contre toute attente, contre leurs dresseurs et leurs dresseuses et qui vont tout simplement les attaquer en pleine représentation par exemple. Ce qui prouve très bien qu'ils ne sont pas à l'aise dans ce genre de conditions de vie, qu'ils ne sont pas faits pour vivre en captivité dans tous les cas. J'en profite aussi pour dire que lorsque vous faites des safaris et que vous pouvez approcher des animaux sauvages dans leur milieu naturel, par exemple des éléphants, donc encore une fois ça marche à la peur, on les a particulièrement martyrisés de façon à ce qu'ils craignent l'humain et l'humaine et qu'ils ne se rebellent pas, qu'ils ne refusent pas en fait sa présence. Aussi lorsque vous avez l'occasion d'approcher des tigres ou de faire des photos à côté d'eux, ce sont des animaux qui sont drogués. Le fait est que
Approcher un animal sauvage comme ça dans son milieu naturel, chez lui en gros, alors que en un coup de patte il te descend ou il peut te croquer concrètement, eh bien il faut réellement qu'ils soient pas conscients. Du coup on leur donne de la drogue de façon à ce qu'ils ne se rendent pas compte en fait de ce qui se passe. Et je vais conclure avec le cas de l'équitation. Je sais que c'est un sujet qui est particulièrement houleux et qui engendre de nombreux débats. Je suis prête à ça, je sais très bien quels sont les arguments récurrents et je vais déjà d'emblée en éliminer quelques-uns. La plupart du temps, eh bien, il y a des gens qui vont dire que les chevaux aiment être montés, qu'ils aiment ça, qu'ils aiment ce contact-là, ce qui est totalement faux. En fait, les animaux aiment sortir, tout simplement. Ils sont enfermés toute la journée, donc peu importe le prétexte, ils aiment sortir. La plupart du temps aussi, c'est tout simplement la personne en question qui va faire une projection de ses propres désirs sur l'animal en disant que l'animal aime être monté, alors que non, c'est la personne en elle-même qui aime faire de l'équitation et qui aime monter le cheval et qui va faire passer son ego avant tout. Dans tous les cas, les chevaux ne sont pas des biens matériels, ce ne sont pas des moyens de transport, ce ne sont pas des moyens de divertissement, ce sont tout simplement des animaux, des êtres sensients, avec des sentiments, qui n'aiment pas spécialement être montés. Aussi, ce n'est pas sans dommage pour le cheval. Il faut savoir que la colonne vertébrale des chevaux, c'est la partie en fait de son squelette qui se développe en dernier, ou en tout cas qui atteint sa maturité en dernier, c'est-à-dire à peu près 8 ans. Et à 8 ans, tu ne dresses plus un cheval, tu ne peux plus faire de dressage ou quoi que ce soit, il n'est plus assez docile et tu apprends très difficilement à le monter. Dans les centres équestres, habituellement, on monte les chevaux à partir de 2 voire 3 ans selon l'activité en question. Aussi, peu importe la fréquence à laquelle tu vas monter le cheval, ça ne change rien, tout simplement parce que sa colonne vertébrale va être de toute façon fragilisée, aussi due à de nombreux croisements. Et c'est ainsi que à partir de, aux environs de 15 ans, la plupart des chevaux développent de l'arthrose. L'équitation n'est pas non plus éthique, tout simplement à cause des dommages psychologiques dont j'ai parlé précédemment, donc qui sont exactement les mêmes, dus à l'enfermement. Le fait d'être dans un box n'est pas non plus une bonne chose, tout simplement parce que ça empêche la bonne circulation sanguine et après les membres gonflent, et ce qui est très douloureux pour le cheval. Sans même encore développer sur les douleurs et sur la gêne occasionnée par les équipements en question, il n'y a pas non plus d'équitation qui soit plus éthique qu'une autre. Parfois on parle d'équitation éthologique, ce qui n'est pas non plus une solution, tout simplement parce que la plupart du temps on utilise un stick et une cravache et dans tous les cas on va monter le cheval. Ce qui est important aussi, c'est de mettre son ego de côté pour vraiment se concentrer sur ce qui est bon pour l'animal. Je suis pas en train de te dire que tu vas devoir t'en séparer ou quoi que ce soit, c'est pas ça, ou que tu ne pourras pas être ami avec un cheval. Tu peux très bien être ami avec un cheval et tout simplement lui laisser suffisamment d'espace. De toute façon, il y a des chevaux qui sont là, donc on ne va pas les euthanasier, ce qui est logique. Mais ce qui est important, c'est tout simplement de ne pas le monter. Tu peux te balader avec ton cheval sans monter sur son dos, sans avoir cette position de domination. Concrètement, lorsque tu es sur le dos de quelqu'un, tu le domines. Et c'est exactement la même chose pour le cheval, tu le diriges, tu le traites un peu comme une marionnette au final. Donc comme dit, tu peux tout à fait être ami avec un cheval sans le monter et sans l'avoir acheté parce que, encore une fois, ce serait le considérer comme une marchandise. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet, j'espère que ça vous aura appris des choses, que ça vous aura peut-être aidé à argumenter parce qu'il y a des gens qui sont sceptiques et qui ne voient parfois pas le mal à monter sur le dos d'un cheval ou à aller dans des eaux, des parcs aquatiques ou quoi que ce soit. Donc peut-être que ça vous aura donné des éléments de réponse pour vous-même et pour ces gens-là. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin des animaux et de vous-même. Je vous fais de gros bisous.